Bonjour à tous, je vous remercie infiniment de nous avoir rejoints sur cet atelier qui a pour thème l'initiative Choose Africa, qui est, pour ceux qui ne la connaissent pas encore, qui est l'initiative française pour accélérer la croissance des startups, des TPE et des PME en Afrique subsaharienne. Donc, je vous rappelle les chiffres. Nous avons un objectif de déployer 2,5 milliards d'euros d'ici 2022, donc à destination des startups, des TPE et des PME. Au total, nous visons un objectif d'atteinte de 10 000 TPE, PME, start-up qui devraient bénéficier de cette initiative. Alors, pourquoi cette initiative? Je pense que c'est important de le rappeler. En Afrique subsaharienne, nous le savons, les PME ont des accès difficiles au financement. Seuls 20% des PME ont accès à du financement. Or, les PME représentent 90% des entreprises formelles. Donc, c'est important que ce type de structure qui représente des entreprises formelles et qui sont créatrices d'emplois puissent avoir accès au financement pour aider, pour accompagner et consolider leur croissance. Par ailleurs, il faut également noter que le marché de l'emploi devra accueillir en Afrique subsaharienne encore 450 millions de jeunes horizon 2050. Donc, il faut également pouvoir créer un environnement propice, favorable, capable d'absorber en termes d'emploi cette jeunesse. Donc, je vais commencer par un cours, par vous proposer un film explicatif de l'initiative Choose Africa. Choose Africa. Quelles solutions concrètes pour votre entreprise? Choose Africa est l'initiative française mise en œuvre par le groupe AFD en faveur des startups, TPE et PME en Afrique. À travers un investissement global de 2,5 milliards d'euros d'ici 2022, ce sont 10 000 entreprises africaines qui vont en bénéficier. Vous êtes dirigeant d'une start-up ou PME en Afrique? Choose Africa est fait pour vous. Découvrez cela en exemple avec Fatou, Lucien et Leïla. Fatou est à la tête d'une jeune start-up sociale sénégalaise. À la création de son entreprise, il y a 2 ans, elle a bénéficié d'un financement en amorçage de 30 000 € et a intégré un incubateur partenaire de l'AFD qui l'a aidé à structurer son projet. Fatou a aussi une meilleure connaissance de l'écosystème entrepreneurial grâce à Digital Africa et au concours AFD Digital Challenge qui a mis en lumière son activité. Cette année, elle participe au programme Social and Inclusive Business Camp de l'AFD avec pour objectif d'accélérer sa croissance et passer à l'étape supérieure. Lucien dirige une petite PME à Abidjan depuis 4 ans. Pour soutenir sa forte croissance, il a bénéficié d'un financement en capital de 400 000 € via un fonds d'investissement partenaire de l'initiative Choose Africa. Avant cela, il avait déjà bénéficié d'un prêt de 100 000 € par l'intermédiaire de sa banque. L'octroi de ce prêt avait été facilité par une ligne de crédit et une garantie accordée par le groupe AFD à sa banque. Leïla est à la tête d'une société de transformation de taille moyenne bien établie sur le marché égyptien et souhaite renforcer son capital. Au travers de l'initiative Choose Africa, Proparco a investi 10 millions d'euros lors de sa levée de fonds et accompagne stratégiquement Leïla dans le développement de son entreprise. Proparco l'aide en plus à améliorer ses pratiques environnementales, sociales et de gouvernance via un accompagnement technique personnalisé. Choose Africa est l'initiative phare de la France en faveur de l'entrepreneuriat en Afrique. Elle est pilotée par le groupe AFD à travers Proparco, dans une démarche partenariale impliquant tous les acteurs de l'écosystème. Soutien aux politiques publiques favorables à l'entrepreneuriat, incubateurs, accélérateurs, mentors, banques, institutions de microfinance et fonds d'investissement. Quel que soit le stade de développement de votre entreprise, Choose Africa vous propose une solution adaptée.
Alors rendez-vous sur choose-africa.com. Vous l'aurez compris, au visionnage de ce film, Choose Africa est une initiative partenariale. C'est important d'insister sur le mot partenarial. Donc, nous travaillons avec des partenaires solides, avec qui nous partageons une vision, une ambition commune sur l'accompagnement des PME en Afrique subsaharienne. Avec moi, j'ai le plaisir de recevoir deux des partenaires importants que nous avons dans la sous-région. Donc, il s'agit de Paul-Henri Etnard, qui est le directeur général d'Ecobank Côte d'Ivoire et le directeur général d'Ecobank sur la zone UMOA. J'ai également le plaisir de recevoir Serge Massamba, qui est le directeur de la stratégie et de la clientèle institutionnelle du groupe Cofina. Donc, messieurs, bonjour. Paul-Henri, merci beaucoup de nouveau d'être avec nous. Est-ce que vous pourrez nous expliquer qu'est le groupe Ecobank et également expliciter la relation partenariale historique de longue date qui lie nos deux institutions? Fatoumata, bonjour et une fois encore, c'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui pour avoir cette discussion. C'est une discussion qui pour nous est extrêmement importante parce qu'elle traduit un peu deux éléments forts dans notre stratégie. Le premier élément, c'est ce que vous avez noté, qui est le fait que nous avons besoin de partenariats. Et le deuxième élément, c'est le fait que de manière résolue, nous pensons que l'avenir de la banque en Afrique est clairement de pouvoir trouver une solution par rapport aux petites et moyennes entreprises. Ecobank est une banque universelle, c'est la plus grosse banque sur le continent africain en termes de présence géographique. Nous sommes présents dans 33 pays, de Dakar à Mombasa, et c'est vraiment ce qui nous caractérise le plus. Nous sommes capables d'offrir aussi bien à nos clients particuliers, à nos clients institutionnels, un ensemble de services financiers qui leur permettent de se financer, qui leur permettent aussi de transacter, qui leur permettent de payer, qui leur permettent d'avoir accès à tous leurs besoins sur le continent. Nous pensons que la banque de demain, c'est une banque qui sera de plus en plus digitale, c'est-à-dire que les gens vont de moins en moins vouloir se déplacer sur nos canaux de distribution physique pour pouvoir avoir accès à la banque. De plus en plus, les gens vont vouloir rester chez eux et pouvoir avoir accès à cette banque. Nous pensons aussi, et ça c'est une chose qui est centrale à notre vision pour le continent africain, nous pensons aussi que les petites et moyennes entreprises sont l'avenir pour ce continent. Et pour pouvoir adresser le sujet du financement, nous avons évidemment entamé avec Proparco une réflexion, une relation qui date de plus de 10 ans. Et cette relation qui date de plus de 10 ans tourne autour de 3 axes majeurs. Le premier axe qu'on a développé depuis 2010 avec Proparco, c'est évidemment que Proparco nous utilise comme un canal de financement vers les petites et moyennes entreprises. Depuis lors, Proparco nous a accompagnés sur plusieurs financements à hauteur de plus de 100 millions d'euros sur les 10 dernières années. Et évidemment, ce financement a été extrêmement bénéfique et nous a permis d'apporter un certain nombre de capitaux permanents à nos filiales dans différents pays pour leur permettre de donner des financements directs aux petites et moyennes entreprises. La deuxième chose qu'on a faite avec Proparco, qui est aussi essentielle, c'est que dans la logique du financement des petites et moyennes entreprises, il y a un sujet qui est important, c'est d'être capable d'apporter des garanties à ces petites et moyennes entreprises. Et avec Proparco, nous avons signé plusieurs lignes de financement, que ce soit des garanties de portefeuille ou que ce soit des financements de trade finance, qui permettent aujourd'hui à Ecobank de pouvoir apporter un financement direct lorsqu'il y a des entreprises qui veulent financer, des petites et moyennes entreprises qui veulent financer le commerce régional en Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale ou en Afrique de l'Est. Spécifiquement sur l'Afrique de l'Ouest francophone, aujourd'hui, grâce à Proparco, à ce partenariat, on est capable évidemment de pouvoir aider certaines petites et moyennes entreprises en Côte d'Ivoire, au Burkina Faso. Enfin, le troisième axe de la relation que nous avons développée avec Proparco, c'est évidemment apporter et aborder le sujet des fonds propres. On sait tous que le sujet principal, quelquefois, sur les petites et moyennes entreprises, c'est les capitaux propres. On a développé avec Proparco
une innovation sur les marchés financiers puisqu'on a lancé un fonds qui est garanti par Proparco et qui permet à Ecobank d'apporter des capitaux propres à travers le marché des actions à ces petites et moyennes entreprises. Donc voilà globalement ce que nous essayons de faire depuis 10 ans et je peux dire que nous sommes extrêmement satisfaits de la relation. Très bien, Paul-Henri, merci beaucoup pour ces éléments. Je rebondis sur tes propos sur la digitalisation. Je pense que c'est effectivement un enjeu majeur, hein, d'autant plus dans ce contexte pandémique, hein, tu l'as souligné. Les gens ne veulent pas forcément se déplacer, en tout cas veulent plus de flexibilité, de souplesse, hein, d'avoir accès à tous leurs moyens de là où ils se trouvent. Comment est-ce que dans ce contexte, hein, de crise pandémique qui change aussi nos modes de faire, comment est-ce que le groupe Ecobank a, je dirais, affronté la crise, la pandémie mondiale en termes d'organisation des équipes, en termes de disponibilité pour les TPE, les PME. Comment est-ce que vous avez réussi à continuer à les accompagner dans ce contexte pandémique et quels sont les changements majeurs que vous entrevoyez pour ces prochaines années, notamment en termes de digitalisation? Fatoumata, ça a été une crise qui était inattendue et j'ai envie de dire que c'est des crises qu'on voit seulement une fois dans nos vies et je pense qu'on va l'avoir et j'espère qu'on va l'avoir juste une fois dans nos vies. Et donc, il a fallu apporter plusieurs niveaux de réponse. Le premier niveau de réponse, c'est évidemment la réponse sanitaire et humaine, j'ai envie de dire. Parce qu'il a fallu tout de suite nous assurer qu'en tant qu'entreprise, nous sommes capables de protéger la santé de nos employés. Donc, nous avons mis en place un certain nombre de mesures qui sont des mesures sociales que beaucoup d'entreprises ont mises en place. Et nous avons essayé de faire la même chose aussi pour nous assurer, évidemment, que nos employés pouvaient travailler dans un environnement qui est un environnement sain. Maintenant, quand on a réfléchi au-delà de ça, on s'est rendu compte que cette crise aussi a ouvert la voie à ce que moi j'appelle le monde d'après. Et dans ce monde d'après-là, il y a des choses qui sont fondamentales et qui vont changer. La première chose qui va changer, à mon avis, c'est que le mouvement de digitalisation que nous voulons et que nous voyions dans le passé et qui commençait à prendre en Afrique depuis quelques années, nous sommes de ceux qui pensent que ce mouvement de digitalisation va s'accélérer. Je vais vous donner un chiffre qui est très parlant. Sur la période de mars à septembre, donc sur une période de 6 mois, nous avons vu un basculement entre l'activité dans nos agences vers nos plateformes qui sont des plateformes digitales. On a vu une baisse de 50 à 70% d'activité dans les agences et ces transactions se font maintenant de plus en plus sur nos plateformes digitales. Donc, ce basculement des canaux physiques vers les canaux digitaux est un basculement, à notre avis, qui va se poursuivre, qui va même s'accélérer. Et autant on le voit au niveau des entreprises, autant on le voit de plus en plus au niveau des particuliers aussi. Et je pense que c'est ça qui va définir le monde d'après. Le deuxième élément qui va définir le monde d'après, et c'est un sujet qui nous touche aujourd'hui parce qu'on en parle un peu dans ce forum, c'est sur les PME. Certains disent que c'est la fin de la mondialisation avec la crise de la Covid. Je pense que c'est un raisonnement qui est un peu poussé, mais de manière définitive, ce qui est en train de se passer, c'est que nous allons être obligés de repenser le modèle économique en intégrant beaucoup plus de local et moins de global. Et dans l'intégration de beaucoup plus de local et moins de global, définitivement, on va se poser la question du financement des PME. Donc, ce que nous essayons de faire, c'est de repenser notre manière de régler le financement des PME. Et c'est dans ce cadre-là que Proparco est un maillon essentiel de la chaîne de réflexion et de la chaîne d'action. Mais en plus de ça, nous avons pensé à d'autres choses que nous avons mises en place et j'aimerais en parler assez rapidement. La première chose que nous avons mise en place, c'est la question de la formation. Si on veut financer des PME, il faut que nous puissions avoir des PME qui soient bien formées en termes de gouvernance, en termes de direction, en termes de management. Donc, nous avons créé une académie qui s'appelle l'Académie PME, qui est une académie panafricaine que nous faisons avec le NEPAD, donc qui est l'agence d'exécution de l'Union africaine, donc qui nous permet de couvrir tout le continent africain. Et aujourd'hui, il y a des PME, des dirigeants de PME qui sont capables d'aller en ligne et avoir accès à un cursus de formation
qui leur permet non pas seulement d'être de bons entrepreneurs, mais d'être aussi de bons managers. Après la formation, il y a un autre sujet qui est important, c'est l'accès au marché public. Parce que pour que les PME puissent réussir, nous pensons qu'il faut absolument leur donner au moins accès à des marchés publics qui leur permet d'avoir au moins un matelas de rentabilité, un matelas de liquidité. Et c'est dans ce sens-là, ce que nous essayons de faire, c'est de travailler avec certains pouvoirs publics en signant des conventions. Et ces conventions vont permettre à ces PME d'avoir accès à ces marchés publics. Et enfin, le troisième élément qui est important, je pense que le digital est l'avenir. Si les PME africaines veulent réussir, elles doivent transformer leur modèle opérationnel vers un modèle qui est plus digital. Et donc, nous avons travaillé avec Google, qui est la grande entreprise américaine, qui travaille avec nous et qui nous aide aujourd'hui à pouvoir permettre aux PME en ligne d'avoir accès à des clients internationaux, de pouvoir vendre leurs produits en ligne. Et en faisant tout cela, nous essayons vraiment de transformer de manière fondamentale et d'offrir une opportunité unique qui a été créée par la crise, permettre aux PME aujourd'hui d'avoir accès à du financement grâce au travail que nous faisons avec Proparco, d'avoir accès à plus de formation grâce au travail que nous faisons avec le NEPAD et d'avoir accès aussi à des clients internationaux qu'ils n'auraient jamais eu grâce au travail que nous faisons avec Google. J'ai également le plaisir de recevoir Monsieur Serge Massamba, qui est le directeur de la stratégie et de la clientèle institutionnelle du groupe Cofina. Messieurs, bonjour. Merci d'être avec nous. Je vais tout d'abord donner la parole à Monsieur Massamba, afin qu'il nous explique le groupe Cofina, qui est un acteur majeur de la mésofinance. Donc, nous expliquer ce qu'est la mésofinance et quel est l'apport de Cofina dans l'accompagnement des TPE et des PME, ainsi que la relation partenariale que Cofina, que le groupe Cofina noue avec Proparco. Merci infiniment, Madame Sissoko, de m'avoir invité à cet atelier. Je pense que ça renforce nos relations et l'idée qu'on se fait, nous, en tout cas, vous et nous, le Proparco et le groupe Cofina, de l'entrepreneuriat et des PME en Afrique. Comme vous l'avez dit, bon, 80% des sociétés ou 90% des sociétés qui sont créées en Afrique sont principalement des PME, souvent même des très, très petites PME. Alors, le groupe Cofina s'est justement positionné dans ce segment-là avec un constat très simple. On a vu arriver évidemment un taux de croissance de la population très fort et un taux d'urbanisation très fort également, avec je dirais, quasiment 60 à 65% de la population entre 0 et 24 ans. Donc, ces trois éléments indicateurs donnent déjà une idée dans quel écosystème on est en train de jouer. Nous, Cofina, on est parti également de ces constats pour pousser vers ce que Madame a cité tout à l'heure, la mésofinance. On est aujourd'hui le leader africain de l'inclusion financière. C'est ce qu'on est, c'est ce qu'on a envie de devenir et envie de rester, même aller au-delà. La mésofinance, c'est quoi? C'est principalement apporter des financements à des contreparties, je dirais des PME. Et ces financements, c'est principalement vers des PME qui sont des néo-PME, soit qui viennent de naître et qui ont déjà connu un certain, je dirais, entre guillemets, product market fit, qui ont déjà rencontré leur marché, et aussi ceux qui existent déjà et qui sont devenus beaucoup trop gros pour les microfinances et peut-être probablement trop petits pour les banques commerciales. À ces PME, et c'est ça qu'on appelle la mésofinance. C'est le missing middle. À ces PME-là, on offre des crédits et d'autres services, d'ailleurs, des services d'épargne, des services de suivi, des services de conseil. Nos crédits moyens sont entre 3-4 millions de francs CFA, 4 à 5 millions de francs CFA, et qui peuvent aller jusqu'à 300 millions de francs CFA, dépendamment évidemment du ticket, de la maturité de la PME qui nous sollicite. On a Cofina comme groupe a commencé ses activités en 2014, même si l'idéation a commencé en 2009-2010. Première activité 2014. On est aujourd'hui présent dans 9 localisations, 8 pays de la zone en Afrique, je dirais 5 pays en zone UEMOA. On vient juste d'ouvrir dans une filiale togolaise dans la zone UEMOA, ce qui nous amène à 5 pays, plus deux autres pays dans la zone CEMAC, le Congo, Brazzaville et le Gabon. En
en UEMOA, donc en Afrique de l'Ouest, UEMOA, on a une filiale au Mali, on a une filiale au Sénégal, au Burkina Faso, en Côte d'Ivoire, et je viens de vous dire que le Togo vient d'ouvrir, ou en tout cas va ouvrir dans les semaines qui viennent. Aujourd'hui, Cofina, c'est 1300 employés, avec une forte, je dirais, promotion du genre, c'est-à-dire il y a des femmes, il y a quasiment plus de la moitié de nos effectifs qui sont des femmes. On veut pousser dans ce sens-là, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a créé Finel, qui est une de nos filiales basées en Côte d'Ivoire, qui principalement s'adresse à l'entrepreneuriat féminin. D'autres chiffres, hein, je pense qu'on a à peu près financé 90 000 projets depuis qu'on existe, c'est beaucoup, pour un montant total de 500 milliards de francs CFA. En Côte d'Ivoire, qui est notre première filiale, je dirais, en termes de production de crédit, on est à peu près à 240 milliards de francs CFA pour 30 000 projets réalisés depuis 2014. Ça veut dire qu'on est présent sur le marché, on est là pour apporter des solutions et c'est dans notre ADN, dans notre objectif de continuer et d'être en tout cas le leader panafricain de la mésofinance. Très bien. Merci beaucoup, Serge, pour ces éléments. Pour rappel, hein, nous avons en plein cœur de la crise Covid, hein, de cette pandémie mondiale, hein, donc au mois de mai 2020 de cette année. Proparco a signé avec le groupe Cofina 2 lignes de financement à destination de Cofina Côte d'Ivoire et de Cofina Sénégal. Voilà, pour vous accompagner également afin que vous puissiez continuer à accompagner les entrepreneurs, les TPE, les PME dans cette phase critique du contexte pandémique. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Bon, je pense qu'avant même d'en dire plus, hein, je pense qu'on a vu là une preuve, je dirais, de marque de confiance très forte de la part de Proparco dans un contexte de crise sanitaire très difficile. Proparco a été probablement là pour nous soutenir et soutenir les entrepreneurs surtout à travers nous. Et je pense que même avant même d'entrer moi dans ce que nous on a fait, dans comment on l'a fait, je pense que je vais donner la parole à M. Cissé, qui est un de nos entrepreneurs qu'on suit et qu'on finance. Il va probablement donner mieux que moi un exemple de terrain de ce qu'il a pu faire de son financement. Alors donc, je vais commencer d'abord, je vous remercie. Commencer par présenter un peu Afribacom. Afribacom est une PME donc créée depuis 2001. D'accord, nous sommes une société, on va dire, spécialisée en prestation de services dans les télécommunications, le bâtiment, l'électricité, les travaux publics. Le cœur de métier, qui est donc mon métier de base, c'est les télécommunications. Donc, nous sommes sur la place depuis, on va dire, à peu près bientôt une vingtaine d'années. Donc, nous travaillons avec les différents opérateurs locaux qui sont Orange, MTN, avec aussi un équipementier qui est Huawei, qui est aujourd'hui notre plus gros client. Donc, c'est une entreprise qui, on va dire, les tailles assez moyennes, mais quand même assez intéressantes. Nous avons en permanence à peu près une trentaine d'employés. Et si on met tout ce qui est contractuel, on se retrouve à peu près une centaine d'employés. Alors, notre travail donc consiste à donc déployer le réseau de nos clients. Et dans ce cadre-là, nous sommes amenés à utiliser beaucoup de journaliers. Donc, de par ce fait, Afribacom arrive à créer quand même des emplois pour direct et indirect d'à peu près, on va dire, les 200 personnes. Alors, donc, nous travaillons donc ici avec, depuis quelques années, il y a quand même, il faut reconnaître qu'avec les banques, ça devient un peu plus difficile parce que bon, les financements ne sont pas toujours disponibles comme il faut et je pense que les banques sont devenues un peu frileuses en ce qui nous concerne. Donc, on a du mal à accéder donc, aux différents financements donc, sur la place. Alors, dans ce cadre-là,
il faut dire que nous avons vraiment des difficultés au niveau finance, donc pouvoir accompagner nos projets. Et c'est ainsi que nous avons entamé une relation avec Ecofina depuis bientôt 3 ans, par un premier crédit d'équipement. Ça nous a permis vraiment d'étoffer notre parc, on va dire, de production. Et donc, dans ce cadre-là, il faut reconnaître quand même que cette microfinance, elle est beaucoup plus souple, contrairement aux banques où vraiment les conditions sont beaucoup plus compliquées et beaucoup plus difficiles par rapport à ce que nous pouvons faire. Donc, nous avons entamé cette relation-là par donc, un premier financement pour l'équipement de production, et je pense que ça s'est bien passé. Ensuite, dans le cadre donc, des travaux, nous réussissons quand même à avoir des financements de bons de commande, de factures, etc., etc. Ça nous permet aujourd'hui vraiment de pouvoir fonctionner. Cette année a été un peu difficile, mais bon, je pense que le contexte, tout le monde le connaît. Dans une situation, à partir de mars, une situation un peu difficile et inconnue qui était la situation du Covid. Mais bon, pendant 3 mois, ça a été un peu un flottement. Mais je pense qu'après les 3 mois, on a quand même réussi à continuer à fonctionner grâce à Cofina, grâce au financement qu'ils mettent à notre disposition. Et cela nous permet donc de continuer notre activité. Cet état de fait, comme vous l'avez compris, d'après ce que je vous dis, cet état de fait est favorisé par le fait que les banques classiques n'arrivent plus à nous suivre. Donc, nous sommes bien obligés de trouver des solutions. Et donc, dans ce cadre, vraiment, Cofina est vraiment une entreprise qui, pour nous a sauvé pratiquement la vie parce que, bon, à un moment donné, on avait vraiment du mal à pouvoir continuer donc les activités avec les banques, on va dire, dites classiques, où le financement est beaucoup plus difficile. Alors, ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Nous avons de bonnes perspectives actuellement. C'est vrai que l'année était un peu difficile. Nous finissons bien l'année. Je pense qu'avec ce qui vient, avec donc les perspectives que nous avons bon espoir de pouvoir continuer donc à travailler avec Cofina dans le cadre du développement de nos activités. Merci beaucoup, Monsieur Cissé, pour ce témoignage très concret qui, à mon sens, illustre parfaitement l'accompagnement que nous souhaitons avec nos partenaires à destination des PME africaines. Donc, merci pour ces mots. Peut-être Serge, si on peut avoir un petit peu plus de détails dans quels ont été plutôt les impacts que vous avez pu concrétiser grâce aux financements qui ont été mis en place. Donc, je rappelle, financement de 5 millions d'euros en faveur de Cofina Sénégal et 5 millions d'euros en faveur de Cofina Côte d'Ivoire en pleine crise pandémique au mois de mai 2020. Tout à fait. Oui, très bien. Alors, je pense que c'est important ce que vous dites. Il faut pouvoir faire le lien direct entre les lignes que nous avons bénéficiées grâce à Proparco et l'accompagnement des entrepreneurs. Quelques chiffres, c'est simple calcul. Je crois que c'est 10 millions d'euros reçus pour le Sénégal et la Côte d'Ivoire, les 2 filiales. C'est 1300 projets à peu près à financer. Donc 700 pour la Côte d'Ivoire. Si vous faites un calcul, et c'est des chiffres que nous on voit, on est habitué à analyser. Il y a à peu près 10 employés par société. Ça fait 7000 je dirais, employés touchés. Si vous comptez que 7 employés, c'est à peu près 10 personnes autour de ces employés-là. Vous arrivez à peu près à un peu moins de 100 000 personnes touchées dans le sens en termes d'impact environnemental et social. Et ça, c'est très important de le mentionner dans un contexte, comme vous avez dit, de crise sanitaire. Parce que durant ce contexte de crise sanitaire, on n'a pas, nous, arrêté de travailler. C'est-à-dire, on avait certes, dans ce moment difficile, on avait certes décidé de révisiter notre activité en l'orientant autour de 3 piliers.
Et l'un des piliers, c'est de continuer effectivement à financer nos contreparties durant cette crise et avec l'aide évidemment d'accompagnement de Cofina. Mais le premier pilier, c'était d'abord s'assurer que nos équipes étaient en sécurité d'un point de vue sanitaire. Alors, on avait une cellule de crise coordonnée avec un support dans chaque pays qui était chargé d'évaluer chaque jour la situation et l'adapter. Donc, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'était de maintenir justement la liquidité pour pouvoir servir nos clients, sachant qu'une bonne 30% de nos agences en Côte d'Ivoire sont restées ouvertes durant cette crise. Donc, on a continué à travailler. Et enfin, et ça rejoint ce que vous disiez tout à l'heure, madame, par rapport à la continuité de nos activités, même durant la crise, c'est continuer à accompagner nos clients qui sont dans des secteurs plus compliqués par la crise, mais qui avaient un bon business model. Parce qu'in fine, c'est ça qui est important, c'est d'avoir un bon business model, pourvu que ces clients-là nous donnent certaines assurances. Le Covid, certes, est arrivé. Bon, c'est pas l'apocalypse. Si j'avais un hôtel qui fonctionnait bien avant, ben, il va continuer à fonctionner après. Le tout est de dire aux clients, je vous fais un report d'échéance, parce que pour certains clients, on a fait un report d'échéance de 6 mois et je sais que l'activité va reprendre dans 6 mois. L'impact, il est là, il est direct et il est même présent dans nos business plans pour les prochaines années à venir. Si une partie de ces fonds-là serait pas recouvrée, et on fait tout pour les recouvrer, bien évidemment, le modèle, en tout cas, notre modèle a la capacité de les absorber. Donc, il y a bien évidemment eu un réel impact pendant la crise, mais nous, ça ne nous a pas empêché de continuer à produire et de continuer à servir nos clients à travers notamment la ligne que Proparco a mis en place. Parce que pour moi, je crois que la pire des choses pour nous est d'arrêter. Absolument. Merci beaucoup, Serge, pour ces éléments. Effectivement, c'était crucial de continuer à accompagner les PME. Je paraphrase, la pire chose était effectivement d'arrêter l'accompagnement des PME. Donc, je pense que en tant qu'institution de développement, on est dans le cœur de notre mandat, dans le cœur de notre rôle. Proparco, accompagner les entreprises dans ces périodes difficiles, être encore plus présent dans ces périodes difficiles à vos côtés pour soutenir le secteur crucial pour le développement de l'économie de nos pays, donc les TPE, PME, start-up. Il est important de continuer à les accompagner. Donc, je souligne avec joie que cet accompagnement a continué malgré le contexte pandémique. On voit des prémices de reprise, donc ça ne s'arrête pas, donc les financements ne s'arrêtent pas, l'accompagnement ne s'arrête pas. On est également dans les starting blocks pour travailler ensemble dans le contexte de reprise économique. Comment est-ce que vous voyez ce contexte de reprise économique de ce segment, ce retour, on va dire, à plein régime? Quelle organisation allez-vous déployer? Quels outils allez-vous mettre en place pour répondre encore plus aux besoins des acteurs économiques du terrain? Alors, je pense, madame, quand tout va mal, il faut revoir sa stratégie. Je ne parle pas de ce passage un peu formel que vous glissez dans le rapport annuel de votre société. La stratégie dont il est question ici n'a rien d'abstrait. C'est une analyse froide, clinique, la plus honnête possible de la réalité à laquelle nous, en tant qu'entrepreneurs, en tant qu'entreprise, on fait face et des choix qu'on doit opérer par rapport à cela, par rapport à cette analyse. De manière concrète, ce qu'on a pu voir avec ce qu'on a, en tout cas pour donner un seul exemple ici de cette concrétisation de la stratégie, c'est de se retourner vers les chaînes de valeur. On a pensé qu'il fallait se concentrer sur les chaînes de valeur, les analyser, je dirais comme je l'ai dit tout à l'heure, de manière clinique et à froid, et voir où on pouvait trouver des contreparties susceptibles de financer pour sécuriser au mieux, dérisquer le plus possible l'environnement. Et sur les chaînes de valeur, ici, en tout cas les chaînes de valeur agricoles, l'idée était de dire, il y a un financement de Proparco pour nos 2 filiales, Sénégal et Côte d'Ivoire. Proparco nous propose un accompagnement technique qui va nous permettre aussi de répondre aux enjeux de financement du monde agricole et de nous permettre d'adapter en fait les outils
de financement par rapport aux besoins spécifiques de cette chaîne de valeur, que ce soit les agriculteurs eux-mêmes, les coopératives, les transporteurs, les logisticiens. Mais en tout cas, pour Proparco et pour nous accompagner dans une meilleure compréhension de la chaîne de valeur agricole, des différentes filières. Ici, on a sélectionné le riz au Mali, l'oignon au Sénégal, le riz en Guinée et le coton au Burkina. C'était nécessaire pour nous, au final, être rassurés dans notre approche de financement de la chaîne de valeur agricole, mais aussi de financer de manière dérisquée. C'est une approche chaîne de valeur qui va être renforcée pour d'autres chaînes de valeur ensuite. Ça peut être la chaîne de valeur de l'énergie, l'énergie renouvelable. Mais en tout cas, comme je disais tout à l'heure, c'est la stratégie dont il est question lorsque je parle de revoir sa stratégie. C'est une analyse en fait froide, clinique, qui vous permet de vous recentrer sur votre target market et de servir les clients. Bien entendu, certains clients seront trop risqués, mais en tout cas, d'avoir une meilleure approche dérisquée possible pour servir l'écosystème. Proparco, hein, je le rappelle, donc cette initiative Choose Africa de 2,5 milliards d'euros. C'est important de le souligner, c'est une initiative partenariale. Vous en avez vu l'illustration avec Polari et avec Serge. C'est une initiative qui nous permet également donc via des partenaires et également en direct pour des PME. Donc ça nous permet d'accompagner les PME. Nous avons comme partenaire des banques. Nous avons également comme partenaire des fonds d'investissement. Nous avons également comme partenaire des incubateurs. Je souligne également le sujet des PME. Certes, c'est un sujet d'accès au financement, comme je le disais en préambule, c'est aussi un sujet d'accompagnement, de formation, comme ça a été dit également par Polari. Donc c'est important que les dirigeants de PME, pour avoir des modèles économiques soutenables en phase avec leur temps, qui évoluent avec le monde dans lequel on vit, il est important que les dirigeants puissent également être accompagnés en termes de formation, que les salariés puissent être accompagnés en termes de formation. Donc l'initiative Choose Africa permet effectivement de mettre en place des financements, je l'ai dit, mais également de mettre en place des ressources qui permettent de créer cet environnement pour accompagner notamment la formation. Pour plus d'informations, parce que j'imagine que les participants ils sont avides d'informations additionnelles sur cette initiative, pour savoir quels sont les partenaires avec lesquels on travaille en fonction des pays. Il y a un site internet, www.choose-africa.com. Ce site internet vous permettra, en fonction du stade de développement de votre entreprise, que ce soit une start-up, une TPE, une PME ou une plus grosse entreprise, de faire des filtres, et vous pourrez voir tous les partenaires avec lesquels on travaille, que ça soit en termes de financement, de garantie, ou en termes de fonds propres, ou en termes d'accompagnement technique, plus de renforcement de capacité, notamment en formation. Vous pourrez voir toute cette palette de partenaires, et ça vous permettra de vous diriger plus facilement vers nos partenaires pour bénéficier de cet accompagnement.